6 novembre 1995. La sirène mugit et le silence tombe sur Israël. Un chagrin mêlé de stupeur. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un assassinat politique a été commis. Yitzhak Rabin a été tué. Le Premier ministre devenu prix Nobel. L'ancien général devenu soldat de la paix. Une destinée au service d'Israël. Une figure légendaire qui incarne presque à lui tout seul tous les combats de l'État hébreu. Israël pleure Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin est mort et c'est un juif qui l'a assassiné. Le traumatisme a été d'abord et avant tout parce qu'on a tué pour la première fois dans l'histoire du sionisme et du judaïsme un premier ministre en Israël, le leader des Juifs. Un juif ne tue pas un juif pour des raisons idéologiques. Un juif ne tue pas un juif pour des raisons politiques. C'est-à-dire l'assassinat politique, ce n'est pas nous. Alors comment l'inimaginable a-t-il pu se produire ? Parce qu'avant l'inimaginable, il y a eu l'impardonnable. Oui, ce 13 septembre 1993, le Premier ministre israélien commet un acte impardonnable pour de nombreux Juifs, qu'ils vivent en Israël ou dans d'autres pays. De fait, c'est ici, sur la pelouse de la Maison-Blanche, que débutent les derniers jours d'Yitzhak Rabin. The time for peace has come. We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! Rabin ne s'est pas contenté d'amorcer des négociations de paix avec l'ennemi palestinien. Il va faire pire lors de sa rencontre avec l'ennemi de toujours, Yasser Arafat. Dans mes conversations avec Washington, dans les 2 jours qui ont précédé la cérémonie pour la signature des accords d'Oslo, presque toutes les conversations, beaucoup de conversations, ont été consacrées à cette question. Comment éviter de l'enlacer, de l'embrasser, de lui serrer la main, de lui parler, aussi peu que possible. Rabin, 24 heures avant, dit « j'y vais pas. Je veux pas y aller, je veux pas serrer la main d'Arafat ». Il avait des déclarations précédentes, je ne serre pas la main des assassins, les mains pleines de sang d'enfants juifs, etc. Et puis, dans la nuit, Clinton l'a appelé en lui disant « tu ne peux pas me faire ça. Il y a 3000 personnes qui viennent à Washington, tu ne peux pas. » Et on voit bien dans l'attitude de Clinton qu'il les prend par les épaules, il les force. Clinton lui dit « tu ne me fais pas un coup, tu vas lui serrer la main. » Il dit « je ne suis pas sûr que je pourrais. » Il le peut. Mais cette poignée de main qui le rebutait tant scelle le destin d'Yitzhak Rabin. Parce que pour de nombreux Juifs, il serre la main du diable. Ce geste de paix n'est plus que trahison. Un geste criminel d'autant plus inimaginable, impardonnable, que Rabin est une légende d'Israël. Rabin est Israël, tant son histoire se confond avec celle de son pays. Lui, dont les parents ont fui la révolution bolchevique. Lui qui naît à Jérusalem le 1er mars 1922. C'est un sabra, un juif né sur une terre qui s'appelait encore Palestine. Il incarne le juif nouveau, fier, fort, celui qui, dans l'esprit des pères fondateurs du sionisme, doit effacer à jamais l'image du juif errant, éternelle victime de l'histoire.
Notre rêve, celui d'Yitzhak, le mien, le rêve de nos parents, c'était de fonder un État juif, socialiste, juste. S'occuper d'agriculture, fonder des implantations, des kibbutz, etc. Les personnalités qui nous ont le plus influencés étaient nos parents. Notre foyer était très militant, tourné vers la chose publique, très politisé. Rabin est plus que militant, c'est un combattant. Et sa vie est celle de toutes les guerres d'Israël. Adolescent, il s'engage dans la Haganah, l'armée juive clandestine. Au sein d'un commando d'élite, il combat pour l'indépendance, finalement acquise en 1948. La liesse, c'est les vivas, mais dans son berceau, la nation hébreu trouve immédiatement la guerre. Pour le jeune officier Rabin, ne compteront plus que la survie et la sécurité d'Israël et son armée. De l'âge de 16 ans jusqu'à ce qu'il quitte l'armée en 1968, toute sa vie a été consacrée à l'armée. D'abord et avant tout, il se considérait comme un soldat, avant toute autre chose. Avant d'être un homme politique, avant d'être un politicien, avant toute autre chose. Un soldat. Et quel soldat! En 1967, il est le véritable artisan d'un chef-d'œuvre stratégique. Une guerre qu'Israël gagne en 6 jours contre ses voisins arabes. 20 ans après sa création, Israël multiplie son territoire par 5, annexe le plateau syrien du Golan, la Cisjordanie, la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza. La déroute des Arabes est totale, tandis que le chef de Tsahal peut s'enorgueillir de n'avoir perdu que quelques centaines d'hommes. C'est beaucoup, mais peu au regard des forces engagées. Yitzhak Rabin était un leader hésitant. Et moi, en ce qui me concerne, je préfère des leaders qui hésitent avant d'envoyer nos garçons sur les champs de bataille où accessoirement l'on peut perdre la vie. La chose la plus importante que j'ai décelée chez Yitzhak Rabin, de nombreuses années avant que je ne commence à travailler avec lui, c'est ce qu'on appelle la sanctification de la vie humaine. La vie humaine avant tout. Israël a conquis la Judée et la Samarie. Surtout, son drapeau flotte à nouveau sur la vieille ville de Jérusalem et ses lieux saints. Avec le ministre de la Défense, Moshe Dayan, c'est en héros qu'Yitzhak Rabin retrouve le mur des lamentations. C'est vraiment la date pivot, c'est l'événement autour duquel tout tourne, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire parce qu'il y a eu cette espèce d'ivresse de l'Israël biblique retrouvé. Tous ces noms qui chantent la Bible, Hébron, Bethléem, Silo, l'ancienne ville de Jérusalem. Et s'il y avait des groupes de rêveurs qui rêvaient du Grand Israël, c'était théorique. Du coup, ça devient physique, n'est-ce pas? On peut y aller, on les domine, ils sont à nous. Pour certains, la guerre des 6 jours ouvre la porte d'Eretz Israël, le grand Israël, sans tenir compte des populations arabes qui y vivent. La question des territoires occupés est née. En 1968, Rabin délaisse l'uniforme de Tsahal pour celui d'ambassadeur. 5 ans à Washington avant d'entrer en politique sous les couleurs travaillistes. Il succède à Golda Meir au poste de Premier ministre et conforte son image de faucon. Pas question de négociation avec l'ennemi palestinien, incarné par l'OLP de Yasser Arafat. Prise d'otages, avions détournés, attentats, première intifada en 1987. Rabin, Premier ministre ou ministre de la Défense dans les années 80, ne cède jamais. We are going to make it clear by every means that it's in our possession, within the limits of our laws, to make sure
that the population in the territories, in Gaza area, will realize the true violence and terror. They'll achieve nothing but more suffering to themselves. C'est l'homme qui s'est rendu célèbre en disant « Il faut casser les os des Palestiniens ». Peu importe si c'est exact ou inexact, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. On a cassé les os des Palestiniens lors de la première intifada. With you we are in confrontation. Let's shift the confrontation to negotiation. Let's solve it not by using stones, petrol bottles, knives, but around the negotiation table. En 1992, c'est son image de faucon impitoyable que Rabin casse. Il redevient Premier ministre à 70 ans, avec une promesse électorale, sortir le processus de paix de l'ornière. Et il s'est mis naturellement à la tête du camp de la paix, c'est-à-dire, ça veut dire quoi le camp de la paix? Ça ne veut pas dire le camp de ceux qui veulent la paix, en principe tout le monde la veut, mais ça veut dire du camp de ceux qui sont prêts à payer le prix de la paix, c'est-à-dire lâcher les territoires, démanteler les colonies, accepter, voire favoriser la création d'un État palestinien. 13 septembre 1993. Voilà donc pourquoi, pour de nombreux juifs, ce geste n'est que trahison. 26 ans après avoir conquis les terres sacrées du judaïsme, Rabin s'apprête à les restituer aux Palestiniens. Le vieux soldat de Tsahal transformé en soldat de la paix. Un soldat qui n'a plus que 2 ans à vivre. Un mécanisme infernal est déclenché par de nouveaux ennemis, gavés de haine, les milieux juifs extrémistes. Pour eux, Rabin n'est plus un des pères fondateurs d'Israël, mais un homme à abattre. Dans un premier temps, par le biais de manifestations. En 1994, mois après mois, les manifestations se durcissent, notamment celles organisées par l'extrême droite religieuse et les habitants des colonies juives. Rabin est intransigeant. Autour de ceux qui s'opposent par la violence au processus de paix, de se faire casser les os. Il a toujours eu des rapports extrêmement difficiles avec le mouvement nationaliste religieux, avec le mouvement des implantations. Il nous disait que l'un de nos problèmes les plus compliqués, c'était les fondamentalistes. Des deux côtés, chez les Palestiniens et chez les Juifs. On les trouve dans les mêmes endroits, à Hébron, à Naplouse, dans ces endroits-là. Et il y a entre eux une confrontation très forte. Et cela l'effrayait, car les fondamentalistes de chez nous ne sont pas meilleurs que les fondamentalistes de chez eux. D'autant plus que l'effroi survient une première fois, le 25 février 1994, quelques jours avant que Rabin fête ses 72 ans. À Hébron, au caveau des patriarches, lieu de prière commun aux juifs et aux musulmans. À l'aube, un colon juif, Baruch Goldstein, armé d'un pistolet mitrailleur, vide chargeur sur les fidèles musulmans en prière, avant d'être lynché par ceux qu'il n'a pas réussi à abattre. 29 morts, 115 blessés. Rabin et toute une partie du pays sont sous le choc. Il ne faut plus parler uniquement de fanatisme juif, mais sortir d'un bain de sang les mots qui font mal. Judaïsme peut parfois rimer avec terrorisme. This is a difficult day for all those Jews and Arabs who seek peace. However, this deranged action of the lunatic individual will not prevent the reconciliation between the citizens of the State of Israel and the Palestinian people. Le tueur, Baruch Goldstein, est un disciple du Kach, le mouvement du rabbin Meir Kahane, qui, des années 70 jusqu'à sa mort en 1990, incarne le fondamentalisme et le racisme juif. Une organisation qui n'a jamais réuni plus d'une centaine de membres, mais dont le pouvoir de nuisance a été sous-estimé.
le mouvement kahaniste a été dissous. Mais il a toujours ses fidèles dans les colonies juives de Cisjordanie. À Kiryat Arba, par exemple, une implantation de juifs orthodoxes près d'Hébron. L'idéologie du rabbin Kahana, c'est qu'un État juif authentique doit être fondé dans le Grand Israël. Vous devez comprendre que mes voisins arabes ici, qui habitent à Hébron, sont éduqués avec l'idée qu'il faut nous exterminer, nous tuer, et ne pas laisser de nous le moindre souvenir, parce que nous sommes juifs. On nous hait parce que nous sommes juifs, c'est une situation folle. Et le rabbin Kahana pensait qu'il fallait s'occuper de cette situation. Pour ça, il faut un retrait, une séparation, envoyer les Arabes là où ils doivent être et fonder ici un vrai État juif. Ce discours extrémiste séduit un jeune étudiant en informatique et en droit inscrit dans une université religieuse. Son nom, Yigal Amir. Né en 1970 à Tel Aviv, il fait partie de cette génération qui sait tout ce qu'Israël doit à son Premier ministre. Le cerveau de la guerre des 6 jours, l'initiateur du mythique raid sur Entebbe en 1976, celui qui rend coup pour coup aux Arabes. Mais en 1994, Amir a une nouvelle idole. Et en bon idolâtre, il est de ceux qui honorent la tombe d'un homme, un docteur, devenu un véritable martyr pour les fanatiques juifs. Baruch Goldstein, le boucher d'Hébron. Et à l'instar de milliers d'autres extrémistes, il n'a plus que de la haine pour cet homme qui reçoit, en décembre 1994, avec Shimon Peres et Yasser Arafat, le prix Nobel de la paix. Amir n'a plus qu'une obsession, faire dérailler le train des accords de paix. Un traître, c'est celui qui aide et collabore avec l'ennemi. Je pense aussi que celui qui met une arme dans les mains d'un policier palestinien est un traître, il n'y a pas d'autre mot. Nous sommes en 1995 et l'engrenage de la violence s'emballe. Rabin est assis sur une bombe à retardement. Les Palestiniens du Hamas multiplient les actes terroristes. Et Israël commence à libérer des territoires. Après 27 ans d'exil, Arafat peut embrasser la terre de Gaza. Après la poignée de main de 1993, maintenant le baiser prodigué à leur terre sainte. La droite parlementaire emboîte le pas des extrémistes juifs et harcèle Yitzhak Rabin à la Knesset. Les manifestations hostiles au gouvernement se multiplient, jusque devant le domicile du Premier ministre. On y entend des slogans vengeurs et même meurtriers. À mort Rabin, mort aux traîtres. Le sentiment le plus fort était la peur. J'avais très peur qu'il se passe quelque chose de terrible. Car je voyais les gens, je voyais la haine. Une fois, j'ai dit à mon mari, nous étions dans une manifestation quelconque, je voyais les gens qui criaient, lançaient des pierres et je lui ai dit, c'est comme le Ku Klux Klan. Voir ces manifestations violentes et toutes ces centaines de gens avec la haine dans les yeux et le voir désigné comme la cible privilégiée de cette haine fut extrêmement éprouvant. Au bureau, par exemple, on recevait des centaines de lettres, des lettres de haine, avec des symboles nazis. On recevait des cadavres de chats, des chats morts dans des boîtes. On recevait des coups de téléphone très violents. Rabin ne flanche pas. Le 28 septembre 1995, quelques semaines avant sa mort, il est de nouveau à Washington pour signer la deuxième étape des accords de paix. Le président égyptien Hosni Moubarak et le roi Hussein de Jordanie sont également là. Et il y a une nouvelle poignée de main avec Arafat. Rabin savait parler à Arafat. Lorsque Arafat mentait ou n'appliquait pas un accord signé, c'était un coup de fil. Arafat rentrait dans le rang. Il y avait une espèce de respect d'Arafat envers Rabin qui était un des éléments essentiels du processus à l'époque. Rabin-Arafat, le mariage de deux destins, mais un couple maudit. À l'automne 95, la situation est explosive en Israël. Des manifestations, toujours des manifestations, jusqu'aux appels au meurtre.
Lorsque j'ai appris qu'il allait y avoir une prière kabbalistique pour la mort du Premier ministre, il est évident, on est allé voir, on est allé filmer. Et je suis tout seul. La presse israélienne n'a pas compris ce qui se passait sur le terrain. Le 2 octobre, devant la résidence de Rabin, une poignée d'hommes psalmodie une ancestrale prière de malédiction mortelle, la Pulsa Denura. Pour tous les illuminés du judaïsme, un juif qui fait du mal aux juifs peut être tué. Pour que l'atmosphère de haine et d'opposition féroce se transforme en assassinat politique, il faut qu'il y ait un justificatif idéologique très fort, si possible religieux. Et ça, ce sont des rabbins extrémistes qui l'ont apporté. Est-ce que vous ne comprenez pas que les gens sont prêts à donner leur âme pour ce pays? C'est le seul pays qui appartient aux Juifs, au peuple juif. Et même d'ici, vous voulez nous faire sortir? Il y a eu Auschwitz, il n'y aura pas un deuxième Auschwitz. Début octobre, une manifestation. Une de plus dans une colonie juive. Plusieurs personnes sont interpellées. Parmi elles, un certain Yigal Amir, désormais enrôlé dans le mouvement Eyal, un groupuscule de l'extrême droite religieuse. Des activistes qui s'étaient donnés en spectacle à la télévision durant l'été 95. Le grand cirque. Cagoule, armes à feu et un serment. Prêté devant la tombe d'un des fondateurs du groupe Stern, une des plus importantes organisations terroristes juives en Palestine avant la création d'Israël. Que se promettent-ils cette nuit-là? Tuer les Juifs considérés comme traîtres à leur patrie. Dans leur viseur, Yitzhak Rabin. Je ne l'ai jamais vu, pas même une seule fois, trembler ou avoir peur ou quelque chose comme ça. Et il est possible qu'à la fin, cela ait rapproché sa mort. Il méprisait les manifestants, il les moquait, et tout simplement, il n'avait aucune considération pour eux. Je pense que s'il s'était comporté un peu autrement, il n'aurait pas porté la haine contre lui à des niveaux jamais atteints dans l'histoire de l'État d'Israël. Il y avait peut-être un peu de fatalisme dans cette attitude, mais Rabin se fichait effectivement de sa propre sécurité. Et Rabin lui-même refusait d'y croire, il refusait de porter un gilet pare-balles. Il disait, moi, je ne me protégerai pas parmi mon peuple. Voilà. C'était ça la conception, si vous voulez. Le 6 octobre, un meeting politique place de Sion à Jérusalem tourne à l'émeute. L'atmosphère est au lynchage. Et tous les dirigeants de la droite sont là. d'Ariel Sharon au chef du Likoud, Benjamin Netanyahou. Ce n'étaient pas des groupuscules qui manifestaient, les groupuscules étaient là, mais il y avait la droite classique, la droite nationaliste. It's not Mr. Rabin or General Rabin that we knew in the past. Entirely different man. A weak man, a man that gave up. The people of Israel want a real peace, and real peace means peace with security, peace they can trust, with a partner they can trust, and they don't feel they have it here. We want a real peace, not a fake one. Le jeu de la droite parlementaire est clair, se servir de cette piétaille pour arriver au pouvoir. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, là, ça, c'est l'expression populaire, donc de la volonté populaire, et grâce à cette expression populaire, nous allons renverser, nous allons arrêter le processus d'Oslo. C'était aussi politicien et misérable que cela. Il n'y en a pas eu un qui a eu le courage de dire « nous ne mangeons pas de ce pain-là ». Ça, c'est défendu. Ce soir-là, une image marque les esprits. Des manifestants brandissent un photomontage d'Yitzhak Rabin revêtu d'un uniforme SS. Cette fois-ci, c'est un coup bas de trop pour un partisan de la paix. Un homme qui a survécu à la déportation. L'homme d'affaires franco-israélien, Jean Friedman.
Moi, je savais ce que ça voulait dire. C'était dire, faut le tuer. La SS, c'est le symbole du meurtre des gens qu'il faut faire disparaître. Friedman décide de réagir. Plus question de laisser la rue aux opposants et aux fanatiques. J'ai l'idée de faire un grand rassemblement beaucoup plus important que les rassemblements qui ont eu lieu contre Rabin, etc. Je m'en ouvre d'abord à Pérez. Et Pérez dit oui, t'as raison. Il faut faire ça, mais il faut parler avec Rabin. À propos de cette manifestation, il était sceptique, non par peur de quelque chose qui pourrait lui arriver, mais par peur que la mobilisation pour cette manifestation de paix ne soit pas suffisante et que le résultat en soit que le processus de paix ne soit pas assez soutenu par la société israélienne. Il dit, qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Et si ça ne marche pas, c'est la fin du gouvernement et c'est la fin du processus de paix. Et là, je me mets en colère devant cette réaction et je lui dis, écoute, tu as été élu pour faire la paix. Et oui, mais si les gens veulent pas, si les gens ne viennent pas, eh ben, je lui dis, si le peuple israélien ne te soutient pas pour la paix, démissionne. À contre-cœur, Rabin accepte le principe de ce rallye pour la paix. Reste à trouver une date. Je lui dis, écoute, le seul jour possible, c'est le 4 novembre. Il faut que ce soit un samedi. Il faut que ce soit avant la saison des pluies, c'est-à-dire avant le 15 novembre. Il faut que Pérez et toi, vous soyez là, dans le pays. Le seul samedi avant le 15 novembre où vous êtes là tous les deux, c'est le 4 novembre. Et il prend le carnet qui est devant lui, et un peu rageusement, il barre et il marque rallye. Et quand le drame s'est produit, je me suis dit, ciel, je lui donnais le jour, l'heure et le lieu de sa mort. Samedi 4 novembre 1995. En ce jour de Shabbat, le calme règne sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv, avant d'accueillir dans la soirée le grand show de Jean Friedman. Vers 18h, Rabin a un dernier rendez-vous avec un jeune et populaire responsable syndical, Chaim Ramon. Il était très calme et c'était une réunion très agréable. On a parlé de tout et de rien, comment ça allait, les derniers potins, les potins politiques et personnels. Et puis on a aussi discuté de la manifestation pour la paix. Comme toujours, il était très pessimiste. Combien de personnes vont venir, ils ne savent pas comment organiser ça, etc. Et je lui ai répondu, Itzhak, ne t'inquiète pas, cette fois, ça va être quelque chose de grand. Et tu vas voir, tu vas être surpris. Alors il a fait un geste typique avec sa main, on verra, on verra. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. La journée s'achève à Tel Aviv. Vers 19h, un jeune homme quitte la résidence familiale et monte dans le bus 247. Direction, la place des rois d'Israël. Il va assister à la grande manifestation de soutien à Rabin. Dans sa poche, Yigal Amir a un pistolet Beretta, un 9 mm. Une boule en acier a été rajoutée aux 3 premières balles du chargeur, leur donnant ainsi un pouvoir de destruction maximum. Qui a trafiqué ces balles? Le propre frère d'Amir, Haggai, un spécialiste en armes et munitions. La seule personne qui l'aurait mise dans le secret. Arrivé sur place, Amir prend soin d'enlever sa kippa pour ne pas se faire remarquer. Il est 19h45 quand Yitzhak Rabin convoque son chauffeur pour qu'il le conduise, sa femme et lui, à la manifestation. Menachem Damti vient les chercher à bord de la Cadillac blindée imposée à Rabin par les services de sécurité intérieure, le Shin Bet.
C'est en tremblant que je retrouve ce véhicule. Je suis traversé de frissons, car cela me rappelle toutes les journées et tous les instants si difficiles que j'ai connus dans ce véhicule. Cette voiture, justement, je me souviens que Rabin ne voulait absolument pas voyager avec. Il ne voulait pas entendre parler de monter dans cette voiture. Et puis j'ai cru comprendre qu'on l'a persuadé, pour des raisons de sécurité, d'accepter ce véhicule. Il n'était toujours pas d'accord. Il disait « Comment ? Les gens voyagent dans les autobus sans protection, et moi je voyagerai dans un véhicule protégé ? Non, je refuse. » Bon, et puis, vous savez, après quelques insistances et quelques pressions, il a enfin accepté. Avant d'arriver à la cérémonie, il s'est demandé, inquiet, s'il y aurait du monde. Et on l'a informé qu'il y avait en effet beaucoup de gens, vraiment en grande quantité. Alors il était heureux, vraiment de très bonne humeur quand il est arrivé à la cérémonie. Vers 6 heures, on voit qu'il y a déjà beaucoup de monde et ça continue. Le fleuve humain commence à se manifester d'une façon très impressionnante. Il y avait 3 hélicoptères, il y avait 200 tireurs d'élite sur les toits, il y avait quelques centaines de soldats d'élite. Bon, problème de sécurité ne se pose pas. Il est presque 20 h quand Yitzhak et Léa Rabin arrivent sur la place des rois d'Israël, prise d'assaut par une foule en liesse. 2 à 300 000 personnes sont venues soutenir leur Premier ministre. C'est moi qui l'accueille. On est sur un podium qui domine la place où il y a, devant la mairie, et il fait... Et ce soulagement, ce soupir était formidablement révélateur de la tension et de la surprise qu'il y avait. Un soulagement et un choc pour Rabin, si violemment attaqué et haï depuis 2 années. Une révélation aussi pour cet homme à la timidité proverbiale. À partir de ce moment-là, il y a un autre Rabin qui est né. Il voit les jeunes qui se jettent dans l'eau et qui crient « Rabin, Rabin ». Lui qui est le contraire d'un leader populaire, d'un tribun, il est brusquement transporté et il se rend compte qu'il a été très soutenu par le peuple pendant cette période et que c'est pas les autres qui avaient raison, c'est lui et le peuple le soutient et le peuple l'aime. Sauf ce soir-là, une personne, un homme déterminé à tuer. Amir se tient à l'écart de cette foule qu'il doit tout autant haïr que l'homme qu'il est venu assassiner. Il attend son heure, tapi derrière la tribune, là où doivent partir à la fin du meeting les héros de la soirée. Rabin, bien sûr, mais aussi Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères, l'homme qui a convaincu Rabin de négocier avec les Palestiniens. Peres, son rival de toujours pour la domination du Parti travailliste, et désormais son compagnon pour l'histoire. En fait, ils se détestaient, il faut dire les choses comme elles sont, c'était des adversaires vraiment profonds, avec une espèce d'incompatibilité d'humeur, d'inimitié profonde, c'est un fait. Ils étaient compagnons parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, et je dirais, enfin, c'est l'une des dimensions de la tragédie du 4 novembre, peut-être la première fois, peut-être, hein, où il y a eu une véritable complicité amicale, et où il y a eu dans le geste de rapprochement, dans la manière de se serrer les épaules, quelque chose de vrai, d'authentique, c'était la nuit du 4. הייתי איש צבא 27 שנים. נלחמתי כל עוד לא היה סיכוי לשלום. אני מאמין שיש סיכוי לשלום, סיכוי גדול.
Donc, il fait son discours, il est tout heureux, il a l'impression d'en avoir terminé, puis il descend, il me dit « Alors, j'ai fait mon boulot ?» Et je dis « Non, il reste quelque chose à faire, tout le monde va chanter une chanson. » Oh, il me regarde du coin de l'œil, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est cette chanson ?» J'ai dit « C'est une chanson pour la paix, je ne peux pas te dire les paroles exactement, mais enfin c'est... C'était un véritable retournement de la part de cet homme, Rabin, en train de chanter la chanson de la paix qu'il avait interdite à l'époque où il était chef d'état-major parce qu'on trouvait que c'était un peu trop gauchiste. Maintenant, lui la chantait sur l'estrade. On a eu le sentiment d'un apaisement et on a senti que Yitzhak Rabin était un homme heureux ce soir-là. Il chante le chant de la paix, on voit qu'il sourit, qu'il est épanoui, car c'était vraiment un signe de soutien au processus, ce qu'il n'avait jusque-là encore jamais vu. Il est 21h42. Shimon Peres vient de quitter les lieux. Yitzhak Rabin et sa femme partent dîner chez les amis, mais avant de quitter la cérémonie, il veut poser une dernière fois pour la postérité avec les organisateurs de la manifestation. Je descends avec Rabin, il marche, et je lui dis un peu, cherchant le compliment, j'ai dit « Alors, t'es content ?» Il me dit « Qu'est-ce que ça veut dire, content? Je te dois les 2 meilleures heures de ma vie. » Je vois le Premier ministre qui descend. Il arrive dans ma direction, regarde à gauche, à droite. Il y a un homme de la sécurité. Il devait arriver du côté droit, mais en fait, il arrive de mon côté. Il serre des mains, il regarde de tous les côtés, et finalement, il arrive à une autre porte, celle de derrière. Et soudain, surgit ce meurtrier maudit, qui commence à tirer. Et il tire, et il tire. Et moi, je crie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est 21h47. Yigal Amir déjoue la surveillance des 5 gardes du corps de Rabin. S'approche dans le dos du Premier ministre et là-bas à bout portant. 3 coups de feu retentissent. Rabin s'écroule, touché à l'abdomen et à la colonne vertébrale. La 3e balle blesse un de ses gardes du corps qui arrive malgré tout à pousser Rabin dans sa voiture. J'ai mis la première et j'ai démarré en trombe. J'ai mis la sirène à fond. Dans les premiers regards, je vois qu'il ne réagit pas. Il fait « Ah !» Vous savez, il bégaye comme ça, quelques mots incompréhensibles. Alors le garde du corps me dit « Fonce à l'hôpital. Fonce à l'hôpital. » La Cadillac blindée arrive à l'hôpital le plus proche quelques minutes après l'attentat. Le garde du corps est blessé à l'épaule. Yitzhak Rabin est inconscient et dans un état critique. Sur les lieux de l'attentat, la foule, prise de panique, se disperse dans tous les sens. Garde du corps et policiers ont immédiatement maîtrisé Yigal Amir et le plaquent maintenant contre un mur. Je rejoins mon caméraman et puis on voit effectivement un type qui est collé contre le mur. Et je lui demande « T'as filmé ?» Il me dit « Oui, j'ai filmé. » Et c'est qui? C'est un type là-bas. Il est palestinien, juif, je crois que c'est un juif. Impression confirmée par les papiers de l'assassin, qui s'exclame « Je ne suis pas un arabe, je suis un étudiant juif ». Yigal Amir est transporté au quartier général de la police, puis transféré au centre d'interrogatoire du Shin Bet. Des informations contradictoires circulent sur l'état de santé du Premier ministre. Léa Rabin arrive à l'hôpital tandis que la population de Tel Aviv commence à affluer, sans savoir que le cœur d'Yitzhak Rabin a cessé de battre à 22h30.
Les dernières tentatives des médecins pour le réanimer restent vaines. Ce que j'ai ressenti, il est inutile de le décrire. Le traumatisme a été terrible, un cauchemar imprévisible. Ce soir-là, ça nous est tombé dessus comme une profonde catastrophe. Je ne pense pas qu'il soit besoin de préciser davantage. C'est suffisamment clair, la puissance de cette catastrophe pour notre famille. C'est très difficile. Très difficile pour moi. Pendant 3 jours, je ne m'en suis pas remis. Très difficile. Un homme avec lequel vous travaillez toute votre vie, comme un père pour moi. Il s'inquiète des enfants, tout ça, tous les matins. Comment allez-vous? Comment va la famille? J'ai perdu un père, sans exagérer. Je me suis senti très mal, vraiment très mal. Les banderoles de la fête sont déjà en berne quand le président des États-Unis livre son chagrin au monde. I admired him, and I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say, Shalom, Javier. Goodbye, friend. Puis c'est au tour de Yasser Arafat, en état de choc. I am very sad and very shocked for this awful and terrible crime. « 48 heures après l'attentat, Yitzhak Rabin est inhumé sur le mont Herzl à Jérusalem, aux côtés des pères fondateurs du sionisme et d'Israël. Pour des raisons de sécurité, Yasser Arafat est resté chez lui. C'est à la télévision que le chef de l'OLP assiste aux funérailles. Une cérémonie où se sont donné rendez-vous 87 chefs d'État. Les oraisons funèbres se succèdent. Bill Clinton, Shimon Peres, mais aussi des proches comme Eitan Haber, qui brandit le texte de la chanson de la paix, retrouvé gorgé de sang dans la poche du costume de son patron et ami. Et puis surtout, il y a Noah, la petite fille du défunt, dont les mots et les pleurs bouleversent le monde. משיירת מלאכי שמיים שמלווים אותך עכשיו, אני מבקשת שישמרו עליך ושישמרו עליך טוב, כי אתה ראוי למשמר שכזה. אנחנו אוהבים אותך סבא תמיד. Là, il y a eu un problème en fait journalistique. On a tous parlé de la petite fille, le discours émouvant. Alors qu'à ces funérailles s'est déroulé un événement incroyable, impossible à imaginer quelques semaines plus tôt. On avait le tiers de la Ligue arabe qui était sur le mont Herzl à 50 mètres de la tombe du fondateur du sionisme. Imaginez Hosni Moubarak, le roi de Jordanie. Le roi de Jordanie, à qui Rabin, chef d'état-major de la guerre de 6 jours, a pris Jérusalem-Est, a pris les saintes mosquées. Et le roi de Jordanie est là. I had never thought that a moment would come when I would grieve the loss of a brother, a colleague and a friend. He had vision
And he had a commitment to peace. Rabin a été le premier mort qu'on pleurait les deux communautés. Et là encore, au lieu de bâtir là-dessus, on a laissé un peu se perdre tout ça dans les sables. 4 jours après les obsèques, un homme escorté de quelques gardes du corps, vêtu d'un chapeau, d'un imperméable et de lunettes noires, frappe à la porte de Léa Rabin. C'est Yasser Arafat, venu en personne présenter ses condoléances à la famille du défunt. Fait exceptionnel, c'est la première fois de sa vie qu'il pénètre dans l'État d'Israël. Une visite clandestine et déguisée qui le dépouille peut-être aussi pour la première fois de son éternel kéfier. Ce soir-là, Yasser Arafat pressent-il qu'avec la mort d'Yitzhak Rabin, c'est la quête de la paix qui va en prendre aussi un sacré coup. Chagrin, incompréhension et désarroi. Le peuple d'Israël porte le deuil de son Premier ministre. Un État pleure son innocence perdue. Les Israéliens veulent comprendre. Une commission d'enquête est mise en place. Pourquoi et comment Yigal Amir, un juif, a-t-il pu tuer leur Premier ministre? Et je pense que là, le Shin Bet, la sécurité en général, a erré non pas par manque d'organisation, ou par... c'était pas une faute technique, c'était une faute conceptuelle. La faute était dans la tête. C'est-à-dire le terrorisme, un coup, ne peut venir que des Arabes. Un juif ne peut pas faire ça. Le Shin Bet est sur la sellette. Comment Amir, filmé ici lors d'une reconstitution, a-t-il pu échapper à la liste noire des services secrets, pourtant alerté par un informateur d'un projet d'assassinat sur Rabin? Aucune enquête et aucune trace d'Amir dans les fichiers. Puis le scandale, quand l'enquête révèle que le mouvement Eyal auquel appartenait l'assassin était en fait infiltré et manipulé par le Shin Bet. De quoi nourrir la théorie d'un complot organisé pour tuer Rabin. Et pour moi, l'assassin n'est pas venu comme ça, ce n'est pas un martien débarqué qui tout à coup a mis une kippa et est allé tuer le Premier ministre. Il procède d'un mouvement. Il y a eu diverses théories qui n'ont jamais été creusées, selon laquelle il aurait été effectivement envoyé par des rabbins. On n'a jamais eu de preuves. Mais je pense qu'il était moralement au moins le représentant de tout un mouvement qui voulait tout faire pour que s'interrompe le processus de négociation avec les Palestiniens. Finalement, la commission d'enquête conclut à la thèse de l'acte isolé. Amir n'est qu'un fanatique qui aurait agi de son propre chef. L'assassin, déclaré parfaitement saint d'esprit, ne cesse de revendiquer son crime au nom d'une meurtrière trinité, le peuple, la Torah et la terre d'Israël. Le 28 mars 1996, Amir est condamné à la prison à vie à l'issue d'un procès expédié en une quinzaine d'audiences. Comme si la société israélienne voulait exorciser au plus vite le traumatisme sans vraiment faire son examen de conscience. L'ombre du meurtre d'Yitzhak Rabin plane toujours sur nous et influence toujours beaucoup ce que nous faisons, la manière dont nous agissons. Nous prenons toujours en considération ce qui est arrivé il y a 10 ans. Yigal Amir, soumis à un strict isolement, n'a aucun espoir de grâce à ce jour. Il s'est marié par correspondance et 10 ans après son jugement, la Cour suprême lui a même octroyé le droit d'avoir un enfant par insémination artificielle. Cet enfant, s'il voit jamais le jour, apprendra-t-il les conséquences désastreuses de l'acte commis par son géniteur? À l'époque où c'est arrivé, je me faisais l'illusion, et là c'était vraiment, je m'étais complètement planté, je m'écris ces choses-là, que le processus est trop avancé pour qu'un homme seul, la disparition d'un homme seul puisse le remettre en cause. Et j'ai eu tort. Non pas que je pense que ce processus entier soit remis en cause, je ne le pense pas, mais il a été durement retardé.
Et la mort de Rabin aura eu finalement un effet beaucoup plus dévastateur sur le processus que je le pensais. The time for peace has come. We say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! Hélas, ces mots qui résonnent dans toutes les mémoires n'ont pas encore trouvé d'écho. Les espoirs nés des accords de Washington se sont vite évanouis. La multiplication des attentats suicides du Hamas a précipité la défaite électorale de Shimon Peres. Ses successeurs, de gauche ou de droite, ont dû se résoudre à mettre leur pain dans ceux de Rabin, même ceux qui surfaient sur la vague de la haine. Benyamin Netanyahou, devenu Premier ministre, a lui aussi serré la main de Yasser Arafat, moins d'1 an après la mort de son adversaire. Autre ironie de l'histoire, Ariel Sharon, pour avoir démantelé de force les colonies juives de la bande de Gaza, est devenu à son tour l'homme le plus détesté du pays. Mais 10 ans après la mort d'Yitzhak Rabin, tous, Israéliens et Palestiniens, ont échoué à faire la paix.